Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct reçoit ce matin M. Toufiq Lerari, directeur général de Allégorie, cofondateur d'ailleurs de Allégorie. M. Toufiq Lerari, merci, bonjour d'être parmi nous. Non, merci. C'est l'inverse. Bonjour et merci pour votre invitation. Ça, c'est la tension, parce que j'ai une fois sur deux tendance à ne pas présenter Hassan Haddouche. Hassan Haddouche qui est parmi nous ce matin, comme bonjour. Tous les... Bonjour. Le matin, ça va? Ça va bien. On change de génération ce matin. Oui, on est avec. Ça va nous faire du bien. Oui, ça va pas nous rajeunir nous, mais ça va nous faire beaucoup de bien. Voilà. Alors, Monsieur Lerari, vous êtes à la tête d'une agence de communication. Est-ce qu'on peut dire qu'Allégorie est aujourd'hui leader de son marché? Alors, pour dire ça, il faut avoir des chiffres comparatifs. Parce que généralement, on juge du leadership par son chiffre d'affaires essentiellement. Donc, il n'y a pas de publication, donc je ne sais pas dire. Mais je pense qu'on peut, et sans manquer d'humilité, dire qu'on est leader par la forme, c'est-à-dire par la chaîne de valeur qu'on offre et la complémentarité des métiers qu'on intègre. D'accord, on est quand même un peu tourné économie, Hassan et moi, par le chiffre d'affaires. Si vous nous dites votre chiffre d'affaires, on va vous dire à peu près si vous êtes leader ou pas. Non, je ne peux pas communiquer sur le chiffre d'affaires pour une raison très simple. Ce n'est pas de la langue de bois. C'est que par rapport à certains clients, on ne peut pas... 2014, voilà, 2014, il y a le secteur de l'assurance qui vient juste de sortir ses résultats de 2014. Alors on peut parler de 2014. On se porte très bien. Ça, c'est de la langue de bois, par contre. D'accord. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, je vais vous le dire. On est une jeune société qui a 5 ans et qui vit une époque formidable qui est l'ère numérique. L'ère numérique, c'est quoi? C'est l'ère de la conversation, c'est l'ère du rapprochement de toutes parts entre utilisateurs, mais entre les marques et leur public, et les médias, évidemment. Et cette ère du rapprochement, il bouscule, il contrarie même un peu l'exercice de communication. Et même notre exercice, notre métier de conseil en communication, puisque les règles changent. Et nous, l'idée qui porte Allégorie, c'est de dire qu'il faut recréer les mécanismes de conseil en communication avec 2 points forts. C'est même si on mûrit, même si on grandit, il faut privilégier une croissance horizontale qui permet de l'agilité. Parce que il y a un rapport à la vitesse qui est très important et fondamental, lié à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Et le deuxième point, qui forge un peu notre culture d'entreprise et notre différence, c'est ce que j'appelle la récréativité. La communication, c'est de la créativité, mais dans l'ère numérique, la créativité, elle est polymorphe. La technologie est une source de créativité. Les canaux qu'on utilise, la data, la donnée, l'art, l'utilisateur, vraiment les formes de créativité sont devenues multiples et c'est de notre ressort d'intégrer la créativité. Est-ce que vous ne décrivez pas ici des concepts et une manière de communiquer qui sont celles de pays matures et pas celles de l'Algérie, y compris de l'Algérie de 2015 où le taux de pénétration d'Internet reste faible? Je vois le sens de la question. C'est est-ce que je ne suis pas en décrochage par rapport à la réalité? Alors, l'Algérie est un pays qui vit dans un monde. Alors, qu'il fasse figure d'exception pour un certain nombre de points, why not? Mais en termes de communication, je veux dire, on ne peut pas être en marge de tout le reste. Donc évidemment, il faut écouter et voir ce qui se fait ailleurs. Et je ne pense pas qu'on soit en dessous ou au-dessus de règles qui sont fondamentales. On a 12 millions d'internautes, 12 millions d'utilisateurs actifs de Facebook. C'est en Algérie. Donc il faut bien prendre ça en compte. Et ce sont des consommateurs pour les clients qu'on conseille. Donc les réalités que je cite, elles sont universelles et il faut les accepter, les intégrer. La vitesse à laquelle on les intègre est peut-être différente. Monsieur Lerari, dans votre portefeuille, ce sont quand même pas... C'est pas ce public qui est votre premier client. Votre premier client, c'est quand même des institutionnels qui font de la communication, parfois à l'ancienne d'ailleurs, enfin à l'ancienne traditionnelle. Et vous me confirmez que ce sont ceux-là quand même qui vous tirent et qui vous permettent de dire ce matin que vous vous portez bien. Mais on ne construit pas une entreprise, parce que la question à l'origine, c'est celle-là, c'est Allégorie, comment vous l'avez construit, c'est quoi ses métiers? On ne construit pas une entreprise avec des méthodes passées ou présentes. On construit une entreprise avec une vision. Et cette vision, je suis obligé de m'inspirer d'une réalité de marché universelle et il faut que je m'inspire de ça. Et ça nous entraîne, ça entraîne nos collaborateurs, ça entraîne nos clients
à imaginer l'avenir, pas à faire de la communication comme tout le monde l'a fait. Je vais quand même voyez ma je vais quand même réponse. vous poser une question précise, parce qu'on la pose à tous les chefs d'entreprise. Oui. Vous en êtes un qui passe ici. Enfin, savoir quel est votre cœur de métier, ça, on l'a un peu compris. Vos clients... Préciser là-dessus mes métiers. Voilà, vous allez pouvoir préciser au fur et à mesure. On va dire, nous, on est à Radio M, édité par Interface Média, une agence qui fait un peu subséquemment un de vos métiers. Quand Jay-Z lance un pitch et que vous gagnez, Allégorie gagne ce pitch, est-ce que Jay-Z va consacrer le budget qu'elle va attribuer à Allégorie essentiellement au métier du digital, ou est-ce qu'elle va faire de la communication plutôt conventionnelle? Donc, est-ce que vous allez déployer le budget d'un de vos principaux clients, j'en sais rien, plutôt dans les métiers qui font la charpente de votre vision, ou plutôt dans les métiers traditionnels? Alors, c'est une très bonne question, ça permet de poser bien les choses. Jay-Z ou Renault, ou qu'importe le client, il consacre un budget nécessaire pour son marketing et sa communication. Ce qu'il faut déjà, par humilité, savoir, c'est que c'est le client qui définit le budget, et c'est le client qui définit globalement son mix média. Combien je vais mettre en télé, en radio, etc. Et nous, on vient apporter du conseil en disant, vous savez, vous pouvez peut-être un peu diminuer là et augmenter là, etc. Et surtout, après, on est payé pour le mettre en œuvre, l'exécuter, faire en sorte que ça soit fait le bon jour, qu'on mesure la pertinence de ce qui a été fait, etc., etc. Donc nous, notre rôle, évidemment, c'est de dire, en diminuant un petit peu ici, vous gagnez de l'impact là. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a des médias qui sont budgétivores. Prenez la télé. La télé, c'est un média, c'est une force de frappe majeure, il ne faut pas le nier, et ça consomme énormément de budget. L'outdoor, les panneaux à l'extérieur, pareil, c'est assez consommateur de budget. Donc il faut trouver les équilibres, et en même temps, je suis contre, et j'ai toujours été contre depuis 15 ans, l'idée d'opposer les médias. Je trouve que ça a été très néfaste, même pour la presse, surtout pour la presse papier. On a toujours voulu, et on a perdu trop de temps à opposer les médias, alors que c'est dans la complémentarité que la valeur est. On est en train de vivre une époque de transition dans la façon de communiquer, etc. Et je pense que c'est dans la complémentarité et dans les modèles complémentaires que la valeur va être et résidera dans les prochaines années. Est-ce que la télé va mourir? Depuis le temps qu'on nous le dit, elle n'est jamais morte, elle ne mourra jamais. Par contre, des nouveaux modèles, Netflix, etc., sont des sources... Évidemment. Et il faut en tirer profit. Votre entreprise est jeune, vous nous l'avez dit, mais vous venez de nous donner quand même des éclairages intéressants. Donc vous nous dites... Le mix média, c'est le client qui décide. La tendance aujourd'hui, c'est pas trahir un secret, je pense, la tendance aujourd'hui de vos principaux clients, c'est d'aller donc plutôt vers la télévision, plutôt vers la presse écrite, plutôt vers... Alors non, disons que je vais faire l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. On est dans des ratios, et à l'international, de mes expériences, peut-être, pour les clients les plus audacieux, c'est 10% pour le digital. Un grand max, à part quelques marques complètement Pepsi, etc., qui sont en pointe. Mais sinon, le ratio, il est là. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est un ratio international, on ne parle pas de l'Algérie. Là. Oui, on ne parle pas de l'Algérie, mais je pense que même pour des marques qui sont dites assez digitales en Algérie, je ne pense pas qu'on soit au-delà de 10%. C'est déjà un record. C'est Internet, réseaux sociaux, etc. Alors, il faut savoir que le digital coûte peu, entre guillemets, en investissement média. Donc déjà, ça explique ce rapport. Et deuxièmement, c'est que les décideurs n'ont pas encore l'audace de dire « je vais transformer mon mix pour une digitalisation de ma compagnie ». En Europe, dans les pays mûrs, on commence vraiment à rentrer dans cette ère de la transformation digitale avec des bascules plus violentes et du test and learn, parce que c'est la culture Internet, c'est ça, c'est je teste, ah oui, ça marche plutôt, donc là je vais en mettre un peu plus. Donc on est en train d'avancer, de chercher ces nouveaux équilibres. Le budget, c'est quand même la télé en général. Oui, mais alors... Est-ce que l'apparition des télévisions privées a renforcé le phénomène? C'est une très bonne question. Ouais. Oui. Évidemment, parce qu'il y a un appel agressif auprès des annonceurs pour dire moi j'ai un nouveau média, je peux ramène-moi ton budget, etc. Donc ça joue des coudes. Maintenant, il y a aussi un phénomène que je dénonce, c'est qu'il y a une forme de dégradation de la valeur. Puisque j'ai vu des prix où la publicité télé coûte moins cher qu'une insertion presse. Donc il y a une forme d'agressivité commerciale
Après, elle est normale quand il y a beaucoup de concurrence, forcément. Mais moi, quand même, je mets un peu de réserve. C'est pas bon pour votre business, ça, parce que les marges que vous pouvez garder deviennent insignifiantes. Non, c'est pas pour nous, d'abord. C'est bon pour personne. C'est absolument bon pour personne. Pour l'annonceur, il va avoir le sentiment d'acheter moins cher, mais quid de l'impact ? Parce qu'un média qui vend au rabais, est-ce qu'il est réellement puissant ? Parce que si vous avez un média et que vous targuez d'une audience très forte, généralement, vous ne vendez pas vos espaces au rabais, on est d'accord. Les médias, c'est bien, mais si vous démarrez un business avec un niveau de pricing très très faible, quid de votre développement ? Comment vous allez financer votre développement ? Pour nous, vous l'avez cité, mais à la limite, nous, on vient en tierce partie et en intermédiaire, donc c'est pas la conséquence la plus violente. Vous n'êtes pas en train de nous alerter, Monsieur Le Harry, sur la fragilité du business model des télévisions de ces dernières années, on voit beaucoup de pubs passer, mais peut-être que ça fait pas autant de chiffres d'affaires que ça. C'est pas une alerte. J'ai pas ce. Vous disiez c'est budgétivore pour les annonceurs de la télé, mais c'est aussi budgétivore pour celui qui déploie le média. Je vais profiter de cette question, pas pour répondre à une autre question, mais pour citer peut-être le cœur du problème où il est. L'industrie de la communication en Algérie, c'est 300 millions de dollars. C'est l'équivalent en Tunisie. Au Maroc, c'est 1 milliard. En France, c'est 10 milliards. Juste pour poser comme ça des échelles de valeur. Donc, la surface de la communication en Algérie est faible. L'exercice, c'est quoi ? Elle devrait se situer au niveau de celle du Maroc, au moins. Oui, je pense qu'avec les benchmarks qu'on a, elle devrait la dépasser même. Elle va la dépasser, je suis largement convaincu. On a un gap de 700 millions, on va revenir 700 millions de dollars par an. On va revenir à ça. C'est que la question, c'est est-ce qu'on garde un gâteau petit et on multiplie ceux qui ont envie de le manger ? Ou est-ce qu'on fait grandir le gâteau et tout le monde prend une part qui forcément sera aussi grande, voire plus grande. Et on est tous contents. Je suis persuadé que c'est faire grandir le gâteau parce que c'est insignifiant, 300 millions de dollars, pour un pays de notre nature, de notre morphologie. Maintenant, comment on fait grandir le gâteau ? C'est là le problème, c'est là la question. Faire grandir le gâteau de la communication, c'est pas dire oui, il investit peu, ou le média télé, il est machin, ou il vend au rabais, etc. Là, on s'attaque aux conséquences. Mais la vraie cause, c'est l'économie. Plus une économie grandit, plus la concurrence est intense entre acteurs, et plus le recours à la communication grandit. Alors on va décortiquer tout ça. Ça facilite beaucoup le travail, Tawfiq El Harary, parce qu'il y a un fil conducteur. L'économie grandit. Le marché de la pub a-t-il grandi ces dernières années ? Parce que l'économie algérienne a quand même grandi pendant les 10 dernières années. Oui, indéniablement, oui. Alors moi, Est-ce qu'il n'y a pas eu un accident quand même entre 2012 et 2015 ? Est-ce que, par exemple, on dit qu'il y a eu une mauvaise année 2014. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que vous avez des explications ? Très sincèrement, je pense que dans notre milieu, non. On ne parle pas d'allégorie, on parle de tout le business. Non, dans notre milieu, j'ai bien dit, oui, pas dans notre agence, dans notre milieu. On sent évidemment une forme de réflexion, de tension grandissante sur l'acte d'investir dans les médias. Je dois investir moins. Prenez le secteur de l'automobile, avec ce qui se passe dans le secteur de l'automobile, vous imaginez bien que communiquer plus n'a pas de sens. Donc, je pense que c'est des approches assez sectorielles finalement, et que tirer des grandes règles est assez difficile. Si je prends l'échelle des 10 ans... Il y a un argument qui est revenu, qui était récurrent, vous allez pouvoir développer, c'est l'incertitude politique. C'est l'échéance présidentielle, c'est le 4e mandat, il y a plein d'annonceurs, il y a quand même un média important qui est sorti du marché, qui a un gros budget, qui est Ooredoo, en tous les cas pour une partie des médias, pour la presse papier, pour les sites internet, je crois même pour le hors média. Ce sont des accidents lourds, ça, dans l'écosystème. Mais non, parce que ce que Ooredoo, je suis pas dans le secret des dieux, mais Ooredoo, ce qu'il n'a pas investi en presse, il a bien investi ailleurs, dans les événementiels, dans la télé, dans la radio. Donc c'est un vase clos quand même. Donc cet argent tourne bien ailleurs. Donc je pense qu'il y a de l'émotion pour celui qui forcément est impacté. Ça, je la comprends et je la respecte. Mais encore une fois, on parle de taille. La taille n'a pas diminué. La taille, depuis 10 ans, et je pense qu'il y a des acteurs qui sont plus anciens que moi sur le marché, l'attestent. Depuis 10 ans, la courbe
va en augmentant. Et comme vous l'avez dit, et comme je l'ai dit aussi, elle suit honnêtement les facteurs clés. Prenez le PIB, il a été multiplié par 3. A priori, et vous prenez les chiffres publics de la Banque mondiale, etc. PIB multiplié par 3, il faut voir que l'industrie de la communication, elle a à peu près suivi cette tendance-là, puisque je crois en 2004, on était à un peu moins de 100 millions, on est à 300. Donc vous voyez que finalement, il n'y a pas de secret. Plus l'économie est prospère, plus cette industrie le sera. Et elle se structurera aussi. Vous venez de le dire, il y a une autre règle fondamentale, c'est la concurrence. Plus il y a de concurrence et plus il y a de communication. C'est indéniable. Il suit bien, là. C'est indéniable. Et surtout, plus la communication devient pertinente. Parce que c'est ça, en tout cas, moi, ma conviction profonde, c'est qu'on peut pas, on peut venir dans la communication par accident, mais on peut pas y rester 130 ans dans un marché où les règles, entre guillemets, où l'intensité concurrentielle devient forte. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous pouvez subsister dans un marché mou, mais quand il y a une concurrence rude, votre client, votre annonceur, au bout de 2-3 campagnes, comprend vos faiblesses et préférera un acteur qui sait mieux comprendre ses problématiques marketing, etc. Donc oui, moi je plaide pour évidemment, je suis certain qu'une communication, ou en tout cas un secteur de communication sera vif et plus professionnel lorsque la concurrence sera aussi plus vive et plus professionnelle. L'économie algérienne n'est pas assez concurrentielle. Il y a des secteurs qui sont trop fermés, selon vous ? Mais écoutez, c'est très simple. Vous avez la téléphonie mobile, l'automobile, l'agroalimentaire qui commence vraiment à s'intensifier. Ces 3 gros secteurs. Les assurances, on en parlait de façon un peu plus réduite, mais ces secteurs-là sont des secteurs à intensité élevée, avec des degrés et des paliers. Mais donc ces secteurs-là, vous le voyez, sont les annonceurs que vous revoyez le plus de façon récurrente dans tous les médias, avec des mix variables, etc. Il n'y a pas de secret. Pourquoi communiquer si tout va bien, franchement ? Très bien. Alors, l'autre raison qui pourrait nous laisser penser... Quand le marché est captif, vous voulez dire quand oui, le marché est captif, moi, j'ai entendu des annonceurs que je conseille dire non, j'ai un carnet de commandes qui explose, je ne vais pas augmenter mon problème de livraison, je préfère ne pas communiquer, diminuer l'exercice de communication pour l'instant. C'est légitime. Alors, c'est pas un problème, enfin, c'est un super problème. Oui. De ce point de vue-là, M. Lerari, le fait que l'économie algérienne s'apprête à entrer dans une phase, on va dire, de baisse des dépenses publiques et donc de relative tension en termes de ressources financières, est-ce que c'est une bonne chose pour l'écosystème de l'industrie de la communication ? On ne parle pas du PIB, il évolue ou pas, mais le fait que aujourd'hui, ce sera plus difficile de vendre pour certains secteurs, donc il y a une forme de tension qui pourrait apparaître. Est-ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle ? Il faut placer les termes devant la question. C'est-à-dire qu'à court terme, évidemment, il peut y avoir des effets négatifs, des dilatations de budget, enfin des restrictions budgétaires. À moyen terme, je suis absolument certain, parce que je le vis, je le lis dans des marchés qui ont vécu des contextes équivalents, c'est un très très bon moyen de professionnaliser cette industrie. Pourquoi ? Parce qu'on revient à des réflexes professionnels, de savoir comment je peux communiquer, rechercher. Vous savez, c'est très simple, c'est humain. J'ai moins de budget, mais j'ai un client qui me demande quand même de l'impact. Je vais me décarcasser à trouver la meilleure idée et qui me coûtera moins cher. Quand il y a trop d'argent quelque part, c'est de la fainéantise. On va se dire, on va sortir la grosse publicité avec 10 jours de tournage, etc. Quand il y a moins d'argent, on se trouve des idées beaucoup plus créatives qui coûtent moins cher et qui trouvent le même impact. Je voudrais avoir quand même votre avis puisqu'on parle de marché captif, c'est Hassan qui a introduit le mot, sur le budget de communication des entreprises publiques, qui est capté complètement par l'ANEP. Vous en dites quoi ? Je pense que, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que l'ANEP, ça ne devrait pas exister à mon avis. À terme, je pense qu'il n'y a pas de raison, je vois dans tous les marchés dynamiques, l'ANEP devrait être une organisation privée, quelle qu'elle soit. Alors, est-ce que c'est des agences, est-ce que c'est autre chose ? Je pense que le service public où l'État n'aurait pas à prendre en charge une telle organisation et qu'elle devrait être à terme privatisée.
Vous avez une explication sur la persistance de son existence? Non, ça, je suis pas politicien, mais Donc vous venez de dire qu'elle est politique, l'explication. Parce que... attendez, c'est une organisation publique. Oui. Donc j'imagine bien que c'est l'État qui l'a créée, c'est pas autre chose, non? Moi, je ne suis pas l'État. Est-ce que vous diriez que ça impacte négativement quelques-uns des principaux annonceurs du secteur public qui sont dans le concurrentiel? Je pense notamment à Mobilis, qui est dans un secteur qui peut pas communiquer sur des médias publics, des médias privés, ou à Air Algérie qui peut pas accompagner ses concurrents sur des médias, par exemple dans le digital. Ah bon, je suis pas au courant de ça. La NEP ne signe pas de contrat avec les sites parce qu'ils n'ont pas d'existence légale. Vous me l'apprenez. Je sais que le Mobilis travaille avec des agences privées. Ça, c'est de la créa. Oui. La NEP fait de la créa aussi, il me semble, non? D'accord, donc le Mobilis n'est pas obligé à vous parler de médias. Vous parlez de médias. Vous voyez, voilà, moi, typiquement, je pense que c'est quelque chose qui, à l'échelle de 20-30 ans, ne devra pas exister. Voilà un exercice simple qui est de dire à Brandt où sont vos points de vente. OK, Facebook, on va faire une opération, je dis n'importe quoi, pour un micro-ondes, acheter un four offert. Mais par contre, vous devez être les 10 premiers à arriver au point de vente. Et voilà la vertu. La vertu, elle est dans le transverse entre les différents médias pour créer au final un acte de vente. On a compris, Hassan, non? C'est pas très compliqué. Moi, je voudrais revenir sur votre activité de la structure qui s'occupe de sondage d'opinion et de marketing. Vous avez construit un panel, vous, qui représente la société? Absolument, avec des données de, comment ça s'appelle, cet institut de statistique, voilà, l'ONS, sur lesquels on se réfère. Donc on a des panels et on interroge 1000 personnes qui sont représentatives de la société. Et ça donne des résultats ça donne des vrais indicateurs. Dans quel domaine, par exemple? Cite-nous un exemple. Tu veux savoir, en fait, si Ahmed Yahya est populaire, c'est ça? Non, on n'a pas besoin de sondage d'opinion. Ça pourrait servir à ça éventuellement, mais ça pourrait... voilà, sauf que nous, on l'utilise, parce que c'est un investissement, c'est coûteux, et qu'on ne facture pas à nos clients. Par contre, on l'utilise pour être intelligent. Il faut encore de l'humilité, se dire notre métier c'est du conseil, il faut être intelligent. Pour être intelligent dans ce métier, il faut avoir des données, il ne faut pas avoir des intuitions. Alors, voyez. Dans le gap numérique d'Algérie, il y a beaucoup de volets. Quelles sont les 2-3 mesures importantes qui doivent arriver pour... Bon, on a vu avec la coupure d'Internet que les contenus sont des contenus en fait importés. Quand la bande passante extérieure s'est arrêtée, on s'est retrouvé complètement à l'arrêt. Qu'est-ce que vous dites en tant qu'acteur? Vous êtes propriétaire d'une entreprise qui est spécialisée dans la communication digitale en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que doivent faire les autorités pour réduire rapidement ce gap? La signature électronique, le e-commerce, qu'est-ce qu'il faut faire avancer? Si on devait citer une priorité ou deux. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une première chose qui n'est pas liée à moi ou à vous ou à notre industrie, qui est plus macro que ça, c'est l'économie. Plus l'économie va grandir, plus ça va marcher. Elle est beaucoup plus grande, l'économie algérienne. Il y a des économies beaucoup plus faibles où il y a le GPS, on peut circuler avec un GPS, où on peut utiliser une carte pour faire des achats, etc. Donc là, il y a une rupture de relation entre la taille de l'économie et le niveau de l'utilisation numérique. Alors, vous avez parfaitement raison. Là, je prends une casquette FCE, puisque vous savez que on y arrive. Il y a une commission TIC dans laquelle je suis pas actif, mais je lis. Vous avez sans doute lu le plaidoyer du FCE. Sur ce terrain-là, il crie haut et fort qu'il faut déjà appliquer des textes qui existent. Et des applications qui existent, qui devraient permettre une chose très importante, c'est de faire grandir le nombre d'acteurs dans les telcos et l'IT. Parce que le problème, le talon d'Achille de tout ça, c'est qu'il n'y a pas assez d'acteurs. Déjà, si on applique des textes qui existent, je suis bien en train de dire l'application de certaines règles qui existent. Je pense par exemple aux équipements sensibles. Mettez 6 mois pour ramener un équipement dont la sensibilité, franchement, elle est à rediscuter. On ne dit pas elle n'est pas sensible, il faut la rediscuter. Et surtout que le traitement de l'application, alors je prends cet argument parce que j'ai entendu les gens de la commission en parler, je ne pense pas que ce soit le plus pertinent, mais ça illustre le fait que l'exécution de certains textes devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Ensuite, si on arrive à créer plus... Oui. Vous dites quelque chose qui a été dit par d'autres. Il y a un réflexe ultra sécuritaire qui a bloqué le développement du IT en Algérie.
C'est un peu ça que vous dites. Sur ce point-là en précis, évidemment que oui. Et puis ça s'explique. Enfin, on ne découvre pas l'Algérie depuis avant-hier. Après les 10 années de braise, on a toujours des méthodes qui visent à... Enfin, peut-être que ça nous protège. Encore une fois, je ne veux pas tomber dans le débat. La 3G en décembre 2013, nous on sait maintenant que c'est quand même beaucoup, ça a été beaucoup lié à cet argument prudentiel sécuritaire. Ouais. C'est beaucoup trop tard. Le GPS jusqu'à aujourd'hui, c'est des arguments sécuritaires. Vous pensez que je vais dire le contraire? Non, je veux juste bien évidemment vérifier qu'on n'était pas une poignée à le dire, une poignée d'illuminés à le dire tout seul, quoi. Mais vous plaisantez, j'espère. Vous entendez beaucoup de gens dire non, moi je voulais surtout pas avoir la 3G en 2010. Vous en connaissez des gens qui disent ça? Non, franchement. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire non, mais d'ailleurs, si on pouvait attendre jusqu'à 2020 pour avoir la 3G, ça m'arrangerait. Il faut être sérieux. Donc, je pense que personne ne dit que non, on est dans un rythme normal. On sait très bien que nos voisins les ont eu 10 ans avant, etc. Mais vous savez, encore une fois, je reviens à une idée que j'ai prononcée tout à l'heure. Je pense qu'avoir des raisonnements absolus, c'est toujours dangereux, très sincèrement. Parce que la 3G, c'est un sujet, mais franchement, moi, je pense à la 2G. À Darar, il y a des gens, ils n'ont pas la 2G. Hein. Ils n'ont pas. Il n'y a pas le téléphone. Alors, ils ont maintenant l'électricité, l'eau. Donc, bon, vous voyez, j'ai peur des réflexes absolus, de réflexions absolues, parce que généralement, ceux qui les ont, on les dénonce en même temps. Vous trouvez l'FCE suffisamment offensif sur cette question du développement des TIC? Honnêtement, oui. Honnêtement, parce que je le vois. Hein, c'est-à-dire que c'est pas du... La première chose que j'ai vue dans cette commission, j'ai rencontré des gens absolument brillants. Il y a des gens, tous des Algériens évidemment, mais il y a des gens qui ont une expérience colossale en telco ailleurs, qui sont dans cette commission, qui apportent énormément, mais de choses concrètes. On n'est pas dans les postures. On est, je veux dire, dans cette commission-là, vous avez des jeunes qui sont devenus après des amis même, qui sont brillants dans le domaine des telcos, mais je vous assure brillants, et qui apportent, et qui vont au ministère avec des faits. Des faits juste concrets. Regardez, il y a ce texte-là. Regardez, au Danemark, ils ont fait ça. Regardez, en Hollande, ils ont fait ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Maintenant, la vitesse de prise en compte, c'est discutable, largement. Mais voilà, finalement, le fond et l'utilité du FCE, c'est de venir apporter des réformes opérationnelles, pas des grands dogmes. Moi, je voudrais qu'on enchaîne un petit peu sur ce que vous apportez de plus, vous, que les autres entreprises de communication. Bon, vous êtes leader sur le marché. Bon, vous nous avez dit, Yassine ne vous a pas laissé répondre à ma question, vous nous avez dit, j'ai, moi, une structure qui fait des sondages, qui fait des études de marketing, j'ai un panel, etc. Expliquez-moi, est-ce que c'est un argument, vous, auprès de vos clients potentiels, disons, que vous démarchez avec cet argument-là? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que ça apporte, ça? Qu'est-ce que ça peut apporter, ça? Je vais vous dire, on aide un client à vendre des couches. Vous voyez, je dis on vend des couches parce qu'on rentre vraiment dans le client. D'ailleurs, ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on comprend les métiers des autres. Mais encore une fois, là aussi, il faut l'humilité de bien comprendre, ou des serviettes hygiéniques. Vous voyez, c'est des sujets quand même... mais il faut comprendre. Pour les comprendre, je ne vais pas dire au client, vous savez, faites-moi confiance parce que j'ai un outil. Non, ça c'est mon affaire. Par contre, le jour où je vais proposer un positionnement stratégique pour que cette couche soit plus vendue, ou cette serviette hygiénique soit plus vendue, je vais utiliser d'abord mon outil pour dire, les femmes algériennes, comment elles consomment, c'est quoi leurs craintes par rapport à ce produit, qu'est-ce qu'elles recherchent, du confort, de ceci et cela, etc. Et doté de tous ces insights-là, je sais écrire une recommandation en disant, ce produit-là, vous devez le repositionner, affirmer son algérianité, c'est un atout stratégique dans un marché où tout est importé. Et réaffirmer le fait que c'est un produit algérien et de très très haute qualité, ça peut être un territoire pour être mieux perçu auprès de la consommatrice et vendre mon produit. Donc voilà l'outil à quoi il sert. Il sert pas, c'est pas un acte de revendication, c'est un acte qui me donne de l'intelligence dans la manière de formuler un conseil. Dans les autres boîtes de com. Qu'est-ce que vous avez de plus? Enfin, pas dans celle que je connais. Je vais vous dire ce que je pense avoir de plus, parce que je ne suis pas allé voir ce qu'ils ont mes concurrents. Mais ce que j'aime, c'est dans ce métier, je le disais tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout de l'idée, c'est cette notion de récréativité. On est dans un métier où vendre la publicité, c'est plus de la réclame. Si vous vendez de l'expérience, on va peut-être parler de contenu, le contenu est une expérience. Demain, il n'y aura plus de publicité disant « mon produit, c'est le meilleur ». Il faudra vendre de l'expérience autour du produit pour que le consommateur s'y habitue et accepte que cette expérience est meilleure qu'une autre. Donc,
ce que j'essaye de promouvoir dans notre société, c'est une culture... L'expérience des couches, parce que le contenu sur l'expérience des couches, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais effectivement, la communication... C'est dommage que vous disiez ça, parce que c'est très important. La créativité, j'essaye de la cultiver dans notre entreprise au maximum. Et je vous assure qu'on a un talent pool dans ce pays qui est absolument exceptionnel. Maintenant, il faut les mettre en synergie. Voilà. Exactement. Et ce qui est valable dans l'entreprise est valable dans la société, je pense, au sens large. Voilà, c'est qu'il faut faire travailler des talents ensemble en éliminant les égos, en se faisant comprendre et en créant de la valeur. Me propose subtilement une transition vers son expérience, cette autre expérience de président de Deal FCE. C'est quoi, président de Deal FCE? C'est pas qu'un réseau. Avant d'arriver à ça, pour faire la transition, pour, disons, donner plus de chair à la transition, il y a dans les initiatives que vous avez prises récemment, disons, moi ce que j'ai lu, FICRA, vous avez parlé aussi d'une initiative qui s'appelle Prodige algérien, des choses comme ça. On sent qu'il y a une volonté de lutter contre la sinistrose. Il y a une sinistrose dans la société algérienne, etc. Il y a, je veux dire, les perspectives sont perçues comme relativement, périlleuses par les gens. Est-ce que d'où vous vient cette conviction justement qu'il faut positiver, qu'il y a des choses intéressantes à mettre en valeur dans la société algérienne? D'où elle me vient, je pense qu'elle est en moi, je ne sais pas d'où elle vient. Mais je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que seul, mais on n'arrivera absolument à rien. Ça peut paraître stupide ce que je dis, mais c'est la pure vérité. Je pense que à FICRA, on a traité de l'avenir. Chaque année, c'est un thème, l'avenir, l'optimisme, la réussite. Systématiquement, c'est des valeurs connectables. Enfin, qui créent de la connexion entre les gens, de la dynamique collective. C'est ce qu'on recherche. Pourquoi ? Parce que les réussites, il y en a individuelles. Mais on a le sentiment que, collectivement, on est au bord du précipice tous les jours. Et mon rôle, dans mon entreprise, à FICRA, à Agile FCE, c'est de défier cette idée et de réhabiliter une valeur qui est la confiance. C'est mortel. Si on ne le fait pas, c'est mortel. C'est impensable. Et d'où me hiatus entre le fait qu'il y a des succès d'un côté et qu'il y a le sentiment de la précarité de l'autre côté. Parce que c'est ce que je vous disais. C'est pas lié. C'est pas lié au fait que l'Algérie est dirigée par un président malade, absent, qu'on n'a pas une vision sur l'avenir, okay. Que de ce côté-là, ça se passe plutôt mal. Est-ce que c'est pas ça quand même ? Je sais que vous polarisez beaucoup sur cet aspect-là. Qui n'est pas... je veux dire, c'est bien, si vous faites-le. Mais encore une fois, je vais vous prendre un exemple stupidement... Regardez. Cette distorsion, c'est vous qui l'a présentée. Voilà, oui, mais vous me donnez une explication qui va tout de suite aux politiques. Très bien, c'est bien, c'est votre leitmotiv ou en tout cas. Mais très bien. Est-ce que l'explication, elle n'est pas de ce côté ? C'était une question. Vous avez, mais elle est dans tous les côtés. Pourquoi on veut réduire encore une fois à un aspect des choses ? Il faut comprendre que si on veut évoluer, il faut qu'on traite. C'est un des aspects, mais c'est pas le seul. Mais elle est dans tous les aspects. J'ai pas dit c'est un, c'est dans tous les aspects. Je vais vous prendre par contre un exemple. La cage d'escalier. Je vous en parlais tout à l'heure avant qu'on démarre l'émission. La cage d'escalier, c'est le ministre de l'Habitat qui est responsable de la cage d'escalier. C'est le Premier ministre, c'est le président de la République qui est franchement impliqué dans les gens qui prennent la voie d'urgence. C'est de la faute du président si les gens ils tournent et ils laissent pas une ambulance avec quelqu'un qui est en train de mourir. La cage d'escalier, comment vous expliquer que sur un immeuble de 5 étages, les appartements soient magnifiques, nettoyés tous les jours. Les portes, il y en a un, il met une porte blindée. Pourquoi tout le monde on ne met pas la même porte, tous la même porte, on irait à 12 négocier une porte, elle coûterait moins cher. Pourquoi les escaliers sont défoncés, sans lumière, etc. C'est de la faute de l'État ? Non, encore une fois, l'État a des responsabilités et je ne suis pas un politicien. Encore une fois, je ne sais pas faire. Il faut avoir de l'humilité. Je ne sais pas faire et commenter de façon très lucide ces aspects-là. Mais je sais une chose, c'est que nous, vous, moi, tous ici, on a une petite responsabilité individuelle. Et si je sais, avec mes petits moyens, dans des environnements où je sais le faire, mon entreprise, un événement, etc., stimuler cet aspect responsabilité individuelle, recréer du commun et réhabiliter une valeur qui me paraît essentielle, qui est la confiance en nous, en tant que citoyen, j'aurais contribué modestement à faire avancer le schmilblick. Moi j'ai été interpellé par cette affirmation de besoin de rétablir la confiance, alors que tout le discours officiel depuis des années est supposé avoir déjà restauré cette confiance.
quand on voit comment le PIB a cru, comment les Algériens ont amélioré leur niveau de vie, en principe, on est dans une situation de confiance et que vous avez une autre mission que celle de rétablir la confiance. C'est celle de créer de nouveaux challenges, d'être conquérant, etc. Rétablir la confiance, c'est un peu une fonction politique. Non, je pense pas. Moi, dans mon entreprise, donner confiance à mes collaborateurs, c'est pas de la politique. Quand je crée un événement, quand je suis en face de 500 jeunes, je suis pas responsable politique. Je crée un événement, on m'invite à être parrain d'une promotion, parce que ça c'est quand même la vraie vie, à être sponsor d'une petite conférence demain, aujourd'hui, d'ailleurs cet après-midi j'y suis, etc. Je suis en face de 400 jeunes, je ne suis pas un politicien. Mais mon rôle, je le vois auprès de ces gens-là. Moi, j'adore être au contact des jeunes, des étudiants. Avec GIL FCE, vous voulez créer du lien social parmi des porteurs de projets, jeunes qui ont besoin de se mettre en réseau, de se projeter, de donner un sens commun à leur engagement. Oui. Ça se passe comment ? Alors, GIL FCE, ça sera 300 membres environ à la fin de l'année. C'est une centaine de membres par mois. Alors, c'est des membres qui ont complètement le statut du FCE ou c'est un statut c'est un statut de marché secondaire, on va dire, pour parler le langage de la bourse. C'est une très bonne question. Non, en fait, il n'y a aucune distinction dans les statuts, puisque le statut reste les statuts du FCE. Donc un membre GIL FCE, c'est un membre de plein droit du FCE. Un membre, une voix. Il n'y a pas de demi-mesure. En fait, c'est très simple. GIL FCE, c'est les entrepreneurs de moins de 40 ans. C'est quoi ? C'est créer une nouvelle fenêtre d'entrée au FCE auprès des jeunes. Vous savez jusqu'à il y a un an, le FCE avait une dimension plutôt élitiste, think tank, on va dire, plus que syndicat des entrepreneurs. Donc là, je pense que c'est la transformation, elle réside plus là. Essayer de créer une véritable offre auprès des jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Parce que l'acte d'entreprendre, c'est pas déjà être chef d'entreprise. L'initiative d'entreprendre, vous voyez, le GIL FCE, par exemple, crée le 10 décembre, on a un super événement, je vous invite à venir voir ça, c'est l'entrepreneuriat économique, l'entrepreneuriat citoyen et l'entrepreneuriat culturel qu'on relègue complètement. Mais ces trois environnements d'entrepreneuriat sont majeurs. Et donc, le GIL FCE, c'est de s'adresser à cette génération qui est l'avenir, on ne peut pas le nier, et construire ensemble une dynamique commune de confiance pour le construire, cet avenir, pas le subir. Pas du tout. C'est des success stories ou là c'est Alors, je veux dire, les critères sont les plus simples qu'on puisse imaginer. Un statut juridique de la société qui prouve que vous êtes son gérant, 20 000 dinars, c'est fini. Vous êtes membre de GIL FCE. C'est pas la cotisation du FCE. Non, justement, c'est pour ça. C'est pour stimuler les jeunes. Vous imaginez quelqu'un qui vient de créer son entreprise payer 200 000 dinars pour quelque chose dont il ne comprend pas naturellement l'intérêt encore. Donc on a tout un travail. Des conditions, ça peut être des micro-entreprises, ça peut être de 2 employés. Mais évidemment. Pourquoi ça serait un entrepreneur moins intéressant, moins intelligent que celui qui en a 100 ou 2000 ? Alors la naissance du FCE à Tlemcen il y a quelques semaines, de GIL FCE à Tlemcen il y a quelques semaines, et c'est accompagné d'un beau cadeau de naissance. C'est un fonds qui a été débloqué par le FCE pour soutenir les start-up. 1 milliard de dinars, je crois. Oui, alors c'est un fonds qui est en train de se structurer. Et l'idée, c'est qu'au sein de GIL FCE, tous ceux qui ont... Parce que on touche encore une fois un point névralgique. Vous allez peut-être me poser la question. On devait peut-être en parler même quand on parlait de communication tout à l'heure. Comment on fait d'une TPE une PME ? Comment on aide un jeune entrepreneur à ne pas fermer au bout d'1 an ? Les besoins sont simples, le financement. Et le financement pour ce type d'entreprise n'est pas quelque chose de faramineux. C'est de l'amorçage. En Europe, ailleurs, il y a maintenant des fonds qui ne font que de l'amorçage. Ça coûte pas cher, mais par contre, ça fait tout de suite un shift en amont. Donc le fonds, on est en train de le structurer avec cette idée, justement, c'est que ce soit un fonds destiné aux membres de GIL FCE et qu'on soit dans une logique de fonds d'investissement, c'est-à-dire explique-moi ton business plan. Angel business. Business angel, exactement. Vous avez touché du doigt le vrai sujet. C'est explique-moi ton business plan. Ah, ok, c'est de cette hauteur-là. Il faut qu'on te stimule. Mais la vertu, c'est quoi ? Hier, vous savez, on a un site. Parce qu'on utilise aussi, voilà la force de la jeunesse, on utilise des outils modernes. On a un groupe fermé entre membres et il y a une jeune fille qui pose une question, voilà, moi j'ai X millions de chiffre d'affaires, etc. Est-ce que je suis soumise à la TVA ? Est-ce que c'est du forfait, etc. Incapable de répondre, moi je ne suis pas spécialiste. Mais dans les 10 minutes, il y a un autre membre qui lui a dit, écoute, je viens de vivre ça
Et voilà ce que je te conseille de faire, etc., 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 etc. Voilà la vertu. On a besoin de personne quelque part. On a besoin déjà de s'interconnecter. Le poids de l'expérience, le poids des expertises multiples peut déjà être un vase, un faisceau de solutions formidables qu'on n'exploite pas. Et on revient à la cage d'escalier, c'est le commun. Alors, Madame Haddad, qui est dans l'FCE et qui connaît bien cette problématique de la transformation des TPE en PME, dit qu'il faut proposer, qu'il faut revendiquer un financement spécifique pour les entreprises qui naissent et un fonctionnement spécifique pour les entreprises en difficulté, que les banques publiques, par exemple, n'ont pas du tout. Vous allez développer un peu une thématique de ce type? Je ne suis pas assez cultivé, honnêtement, je ne suis pas assez cultivé pour développer cette idée-là. Mais je pense que, qu'importe, on dit tous à peu près la même chose, c'est qu'il faut du soutien opérationnel, pas des grandes idées, il faut du soutien opérationnel. Trouver 500 000 dinars pour aider une entreprise à former ou à acheter un matériel, etc. Les métiers qui sont représentés dans le FCE, c'est plus des métiers d'avenir, c'est plus des métiers où il y a une part de high-tech plus importante. Oui, enfin, il y a pas mal de start-up, mais il y a aussi Quand on était à Tlemcen, on a eu 3 jeunes qui sont à l'Ansège, à Oran. Comme par hasard, ils ne se connaissaient même pas, les 3. Les 3 sont venus à Tlemcen. 475 000, nouveaux chiffres. L'entreprise Ansège, voilà. Ils peuvent ne pas se connaître. Oui, non mais... Encore une fois, moi, ça m'a surpris. Vous avez raison de dire ça, peut-être. Mais 3 jeunes qui sont là à Tlemcen pour une conférence de naissance de Gilles FCE, qui repartent de là avec l'idée de... La première fois, avenir, réussite, c'est quoi le prochain credo de Fikra? Si on peut avoir ce matin un scoop écoutez, en tout cas, je vous le dis, oui, c'est pas un scoop, mais c'est une première, c'est le collectif. C'est marrant. Vous voyez, c'est le thème de la prochaine édition de Fikra, c'est le collectif. C'est une réflexion sociale, ça. Parce qu'avant, c'était des valeurs plus individuelles, réussite. Ah bah non, plaisantez. L'intelligence collective, vous pensez que c'est un petit sujet? L'intelligence collective, c'est pas social, c'est l'avenir. Est-ce qu'on va pas être rattrapé par la robotique? Est-ce qu'on va pas être dépassé par la robotique? Ubérisé? Ubérisé, pas exactement, vous voyez. Non, encore une fois, on est dans une logique de... On prend à chaque fois des thèmes, par exemple, réussite. Ça pourrait être cantonné à de la réussite financière ou matérielle. L'année dernière, on a parlé de toutes les réussites et évidemment des échecs. Alors, je vais quand même vous taquiner jusqu'au bout. Le collectif, c'est un peu en contradiction avec le Zaïm. C'est-à-dire le Zaïm. Le grand chef derrière lequel tout le monde doit être. Le collectif, c'est une valeur politique démocratique très forte. Non, je sais pas. Encore une fois, vous voyez que c'est vous qui finalement faites une obsession sur ce sujet. C'est pas parce que moi, encore une fois, je vois la vertu de façon extrêmement opérationnelle. Dans mon entreprise, par exemple, je plaide pour l'horizontalité à tout point de vue. Je suis pas le Zaïm. Absolument pas. Je suis plus un sélectionneur, entraîneur. Vous voyez ? Je suis pas celui qui sanctionne. J'ai pas cette culture-là. Et je pense que la génération dont je suis issu et celle avec qui je travaille au quotidien, que ce soit dans mon entreprise, à Fikra ou à Gilles FCE, on n'a absolument pas cette culture. Et encore une fois, je suis pas dans la contradiction générationnelle. Je pense qu'on va pas faire plus ou mieux. On va faire ce qui est de l'ordre de notre devoir générationnel. C'est d'épouser les usages modernes, les moyens modernes et d'aller de l'avant. Et pour ça, il faut... Encore une fois, il faut lutter contre quelque chose qui pour moi est important. C'est, j'appelle moi les casseurs bruyants, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête de se saper le moral parce que ça commence à devenir critique. On va vous demander des normes. Monsieur Toufiq El Harari, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci beaucoup.